échanger autour du rôle des têtes de réseau de notre organisation en lien avec les questions de crise sanitaire. Et moi, je suis Sarah Bichot, je suis déléguée générale d'Elnafac, qui est un réseau d'associations étudiantes. Et je crois que je commence avec toi, David, à peu près. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce qu'est le mouvement associatif en 2 mots, et puis je te lance une première question. Bien sûr. En plus, ça va aller très vite, puisque lors de la table ronde, il y a Claire Toury qui a été questionnée là-dessus, donc c'est parfait. On gagne du temps là-dessus. Donc moi, je travaille au mouvement associatif, qui est une association qui est un peu une tête de réseau des têtes de réseau, et qui est l'acteur notamment qui représente les associations dans le dialogue avec les pouvoirs publics, et donc qui a un pouvoir de représentation du monde associatif, en fait. Et du coup, ma première question qui va te viser, mais Adrien, je pense que tu compléteras, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé sur cette recherche du lien entre les têtes de réseau et les mutations liées à la crise sanitaire? Alors nous, on a un peu travaillé sur les questions du coup de crise sanitaire. Enfin, pendant la crise sanitaire notamment, on a travaillé sur quelques recherches pour savoir, pour lancer des enquêtes Covid un petit peu, pour savoir où en étaient les associations, comment est-ce qu'elles géraient cette crise sanitaire. Après, de ce qu'on a pu voir en fait sur les questions de la crise sanitaire, c'est que au-delà de créer forcément des nouvelles problématiques, en fait, on s'est rendu compte qu'elles exacerbaient plutôt des problématiques qui étaient déjà existantes en fait par rapport aux têtes de réseau associatives, et qu'elles rencontraient déjà avant la question avant la crise sanitaire. Et notamment 2 points, notamment les questions de problèmes de ressources, notamment des ressources financières que pouvaient rencontrer les têtes de réseau, et puis en même temps, parce que nous, notre travail est quand même beaucoup, Adrien reviendra peut-être plus sur la thématique des méta-organisations, mais nous sur la thématique vraiment de la question des têtes de réseau, aussi sur l'éloignement que pouvaient avoir certains salariés au sein des têtes de réseau par rapport aux associations qu'on va qualifier peut-être plus d'associations de terrain, en tout cas qui ont des actions un petit peu en direct. Et en fait, la question de la crise sanitaire a un petit peu exacerbé en fait ces 2 problématiques un peu centrales. Après, peut-être que par rapport aux têtes de réseau, ce en quoi elles ont pu bénéficier pendant la crise sanitaire, enfin bénéficier avec des guillemets bien évidemment, c'est une certaine visibilité, parce que beaucoup d'associations de terrain se sont quand même retournées vers les têtes de réseau en période de crise sanitaire pour récupérer de la ressource, comprendre mieux les enjeux qui se passaient, comprendre l'évolution des textes de loi, savoir des questions un petit peu concrètes sur par exemple mon AG, comment est-ce que je peux la mener en période de crise sanitaire, est-ce que je peux faire une AG en distanciel, etc. Et du coup les têtes de réseau ont joué un peu ce rôle ressource pendant cette période. Et du coup, est-ce que le mouvement associatif avait un peu une expertise sur les questions de recherche? Est-ce que c'est des choses que vous faisiez déjà? Pas? Alors, nous, on a beaucoup... on a toujours considéré des choses que la recherche était une véritable plus-value. C'est vrai qu'on a aussi contribué à la création de l'IFMA. Enfin, Claire Toury, que vous avez vu ce matin, notre présidente, est aussi au conseil d'administration de l'IFMA, et on a toujours vu en fait la recherche comme une opportunité, comme quelque chose qui nous permettait de prendre de la hauteur sur nos sujets, avec peut-être un angle sur des temps un petit peu plus long, là où le monde associatif est souvent... la recherche est aussi une contrainte, je pense, mais le monde associatif est souvent dans une contrainte vraiment de l'instant, et on est souvent en difficulté aussi de pouvoir prendre de la hauteur, et en fait on a assez vite saisi les enjeux qu'il y avait pour nous à aller sur de la recherche, et à comprendre en fait un petit peu mieux quels étaient les enjeux pour nous en matière de recherche. Adrien, est-ce que toi tu peux peut-être un peu nous dire ce que ça faisait comme écho, comment vous vous êtes positionné sur cette question-là, et quel a été un peu votre rôle? Oui, merci. Alors pour compléter, donc oui, comme tu l'as indiqué, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine. Alors moi je relève des sciences de gestion, du management. Je suis enseignant-chercheur en théorie des organisations, donc je parle aussi
depuis ce regard-là, ce regard théorique sur cet objet des méta-organisations, des têtes de réseau, qui est assez spécifique aussi. Peut-être pour répondre à ta question, pour retracer un peu l'historique de ce projet de recherche qui a obtenu un soutien financier de l'IFMA. En fait, il trouve ses racines dans un projet de recherche antérieur qui remonte à 2014, parce que j'étais tout jeune doctorant à l'époque, où on a cherché à s'interroger sur toutes les modalités au sens très très large de restructuration, de regroupement entre associations, allant de la coopération, de moyens, jusqu'aux modalités les plus poussées, c'est-à-dire la fusion, voilà, ou des modalités relativement proches. Et dans ce vaste éventail, on tombait aussi sur finalement la constitution d'une association commune, d'une entité commune, et cette question qu'on commençait à aborder sous cet angle-là, des têtes de réseau, des méta-organisations qui me semblaient intéressantes à étudier, qu'on a donc prolongé par ce projet de recherche là qu'on vous présente aujourd'hui. Qui nous a semblé très intéressant à étudier, parce que finalement on peut étudier jusqu'à présent, en tout cas sous ce prisme-là, de la spécificité, des particularités ou pas d'ailleurs, mais d'aller voir étudier ces organisations collectives, elles-mêmes constituées d'organisations, en l'occurrence des associations de terrain, voire parfois elles-mêmes des têtes de réseau de premier niveau qui vont constituer des têtes de réseau de second niveau, etc., etc. Donc voilà, la logique du projet, c'était ça aussi, c'était d'aller s'interroger sur les particularités organisationnelles, institutionnelles aussi de ces organisations dans le champ associatif, qui ont été abondamment étudiées en fait dans le monde marchand, capitaliste classique, sur comment des entreprises allaient se regrouper pour défendre une cause, pour représenter un secteur d'activité donné auprès des pouvoirs publics, pour défendre tel ou tel projet, mais encore une fois qui dans le monde associatif l'avait assez peu été, et tout l'objet était justement d'aller voir ce qu'il y avait, finalement il y avait un questionnement particulier qui faisait jour. Donc si je comprends bien, il y a une première réflexion qui émerge en 2014, c'est ça que tu nous dis, et qu'est-ce qui fait que vous, là, à ce moment-là, vous relancez ce chantier-là, et comment est-ce que vous avez construit un peu votre problématique et les hypothèses qui en découlent? Alors c'est un très très vaste chantier, les têtes de réseau associatives. Je ne sais même pas si quelqu'un les a déjà quantifiées. De multiples niveaux, on a commencé à l'évoquer. On en retrouve à peu près dans tous les secteurs d'activité où on retrouve des associations avec une envergure, un rôle, des financements, des budgets extrêmement variables. Donc forcément, on a été amené à faire des choix à partir de cette première intuition qui a mené à ce projet. Et en fait, deux grands axes de recherche qui sont aussi de manière très très pragmatique liés est né de l'appel à projet de l'IFMA sur finalement en quoi la crise sanitaire est révélatrice de certains questionnements, de certaines dynamiques pour les associations. Et nous, ce qui nous semblait intéressant, c'était d'aller étudier justement les incidences au niveau des têtes de réseau. Alors je ne veux pas tromper sur la marchandise, l'aspect vraiment incidence de la crise sanitaire, on ne l'a pas encore vraiment étudié, c'est dans le dernier volet de notre projet de recherche qui a passé par un questionnaire, donc je ne peux pas dire grand chose en dehors déjà des premiers éléments qu'a évoqué David et qu'on cherchera aussi à confirmer dans le cadre de ce questionnaire, mais donc deux grands axes, deux grandes problématiques ou sous-problématiques dans ce projet de recherche. En fait, le mouvement associatif qui est coporteur du projet, mais qui est également un objet de la recherche, donc à l'étudier. David a commencé à présenter, on a aussi eu un mot de la présidente tout à l'heure du mouvement associatif. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui est intéressant en fait en termes de dynamique du mouvement associatif qui a mis en place tout un tas de changements extrêmement structurants depuis quelques années, que je laisserai peut-être David compléter juste après, et un deuxième axe qui porte plus largement en fait sur les têtes de réseau et les incidences de la crise sanitaire, notamment en termes de structuration interne, de démocratie, notamment sur le plan décisionnel, de structuration régionale des têtes de réseau, qui fait l'objet d'un deuxième questionnement au travers de plusieurs études de cas approfondies qu'on a réalisées ou qu'on va réaliser, et donc d'un questionnaire qui va suivre. Alors peut-être sur le premier volet, David. Oui, juste peut-être avant de passer au premier volet, juste pour compléter aussi, nous c'est vrai qu'au mouvement associatif, on a aussi beaucoup d'attention sur la question plus spécifique des têtes de réseau, parce que comme ça a été rappelé ce matin, en fait le mouvement associatif est né aussi de l'association de têtes de réseau, et c'est vrai qu'on s'est lancé aussi en partenariat
avec la DASI sur un projet qui est un projet sur les questions d'accompagnement des têtes de réseau national, qui s'articulait autour de 3 problématiques sur les questions d'innovation, d'évaluation et d'influence. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous paraissait aussi important d'avoir, au-delà de la question de l'accompagnement, qui est peut-être une question qui se pose de manière plus pratico-pratique, une prise de hauteur justement aussi avec la question de la recherche du coup. Et du coup, sur le premier niveau, oui, sur la recherche plus spécifique par rapport au mouvement associatif. Et nous, en fait, en 2019, on a fait une réforme statutaire qui était plutôt importante parce que comme on vous l'a dit, le mouvement associatif avait pour but d'être un interlocuteur, notamment pour les pouvoirs publics, pour représenter ce que c'était que le fait associatif et représenter le modèle associatif. Et donc en fait il s'est posé la question pour nous de notre ouverture en fait au bout d'un moment, c'est-à-dire que si on veut représenter de plus en plus de monde, il se pose la question de savoir comment est-ce qu'on s'ouvre à plus d'associations. Et donc à partir de là, si on s'ouvre à plus d'associations, que plus d'associations peuvent devenir membres en fait du mouvement associatif, il se pose des questions de gouvernance, de relations qui vont ensuite être avec nos membres et les membres de nos membres, etc. etc. Et donc à partir de là, il s'est posé tout un tas d'interrogations et donc cette problématique de comment est-ce qu'on peut représenter le monde associatif et comment est-ce qu'en même temps on continue à travailler en interne avec nos membres. Donc ça c'est sans doute un point important. Et puis nous, à travers cette dynamique-là, il y a aussi la question de ce que nous on essaye de porter, un petit peu comme il peut y avoir un dialogue social avec des syndicats. Ce que nous on essaye de porter, c'est que les associations sont aussi des acteurs de ce qu'on appelle nous un dialogue civil. Et porter cette revendication-là de dialogue civil qui essaye de mettre un petit peu en valeur quelles sont les expertises qu'il peuvent y avoir dans le monde associatif, quels sont les enjeux propres au monde associatif. Donc cette question du dialogue civil, à l'inverse du dialogue social ou à l'inverse des partis politiques par exemple, il n'y a pas de modèle de financement qui existe en fait pour financer ça, puisque c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc nous, il y a à la fois ces questions un petit peu en interne comment est-ce qu'on travaille avec nos membres, sur l'externe, comment est-ce qu'on travaille avec l'ensemble du monde associatif, et puis en même temps des questions de modèle économique qui vont derrière via cette notion notamment de dialogue civil. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça sur le premier point, sur les leviers et les enjeux de la représentation nationale du monde associatif. Et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être rapidement, parce que j'ai encore un petit peu de temps, nous dire comment ça s'est passé, quels sont la méthode, et puis peut-être quelques pré-résultats de recherche, si j'ai bien compris. Oui, alors ça s'est passé de manière très très fluide et c'est pas du tout de la langue de bois et je remercie beaucoup le mouvement associatif. C'est vrai qu'il y a immédiatement est très très réceptif à nos questionnements et aux ébauches d'un projet ou d'une idée de mener une recherche de manière conjointe. Donc ça fait déjà quelques années maintenant. Je me souviens des premiers échanges avec Marion Bueno qui est aujourd'hui DG adjointe du mouvement associatif, parce que David l'a rappelé, et ça fait écho à tout un tas de questionnements autour du rôle, des missions du mouvement associatif à l'égard de ses membres, à l'égard de cette ambition de représenter le monde associatif, de le fédérer, de valoriser le fait associatif, et puis en interne sur la question de la structuration ou des évolutions dans la structuration interne du mouvement associatif. Donc comment ça s'est passé, un certain nombre de réunions de travail qu'on a mené à bien en amont de cet appel à projet IFMA. La méthodologie a été travaillée de manière assez conjointe, et c'est ça qui est assez surprenant, je trouve aussi, c'est qu'on est, j'ai commencé par ça, on est face à un questionnement qui nous, chez les académiques, chez les universitaires, nous intéresse beaucoup. En théorie des organisations, c'est un objet un petit peu à la mode, si on veut, les méta-organisations, mais qui fait immédiatement écho, dès qu'on en parle à un acteur associatif, je trouve, immédiatement, ah oui, telle tête de réseau est soumise à tel questionnement qu'on a pu déjà identifier dans la littérature. Alors peut-être dans la littérature sur les méta-organisations, il y a deux grands questionnements, si je peux dire, qui sont très très liés. Il y a toutes les dynamiques internes en fait aux méta-organisations, les relations entre
la méta-organisation et ses membres, entre ses membres, et toutes les questions de légitimité, d'appartenance, de structuration interne, de fonction à l'égard des membres de la tête de réseau, une logique, une dimension aussi externe sur les relations aux acteurs publics, alors particulièrement crucial dans le contexte qui nous intéresse, sur l'identification d'une identité commune aux membres, un secteur d'activité donné, à la variété du monde associatif en l'occurrence. Donc voilà, c'est une problématique qui s'est finalement constituée de manière assez fluide avec le mouvement associatif, et puis voilà, qu'on poursuit aujourd'hui par des réunions de travail régulières. On a un comité qui est voilà, sur ce projet de recherche. Et du coup, je suis un peu embêtée avec ce micro, m'excuse. Est-ce que je crois que c'est toi, Adrien, un peu plus, et David, tu pourrais compléter quelques résultats. En gros, qu'est-ce que là vous voyez émerger? Alors on sait que la recherche n'est pas complètement terminée, qu'il y a des choses qui vont venir, notamment sur la question impact Covid que tu soulevais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses que vous repérez, des enjeux qui sont au-delà de ce que le mouvement asso avait pu par lui-même évaluer? Et est-ce que vous, David, ça vous fait travailler sur des choses peut-être dans un second temps? Oui. Oui, alors donc c'est une recherche en cours effectivement, mais qui est sur laquelle on a déjà bien avancé sur deux volets ou deux études de cas, je pourrais dire, de tête de réseau. Donc déjà sur, ça va faire écho, je vais peut-être pas être dans la redite, mais à ce qu'a évoqué, David, hein, sur voilà, comment est-ce qu'on peut lire et interpréter et mieux comprendre aussi les dynamiques propres au mouvement associatif à l'aune de ces théories et concepts des méta-organisations. On voit peut-être trois grands volets, je trouve, intéressants à cet égard-là. Je vais y aller très rapidement pour pas amputer le reste de la présentation. Et un deuxième résultat qui porte sur une autre étude de cas en fait, qu'on a menée à bien. On est en voie de publication là, sur un papier qui est plus sur les dynamiques un peu plus pessimistes des têtes de raison. Et ça, c'est aussi un deuxième volet qu'on est en train de finaliser. Alors peut-être sur le premier volet, sur le mouvement associatif, David vient de le rappeler, un enjeu de ce qu'on appelle notre membership, voilà, qui sont les membres, de qui le mouvement associatif est-il représentatif, avec une évolution extrêmement forte hein, depuis quelques années, le passage de cette conférence permanente des coordinations associatives très structurées de manière assez pyramidale et se voulant représentative de secteurs d'activités données à une logique plus distribuée, à une représentation plus large du monde associatif par l'intégration de nouveaux réseaux, par l'intégration d'acteurs qui ne sont pas forcément des têtes de réseau, aussi d'ailleurs dans les instances du mouvement associatif, par une structuration interne et territorialisée, j'ai envie de dire aussi, des mouvements associatifs régionaux qui ont été constitués, qui ont été dotés aussi de prérogatives importantes pour faire vivre aussi justement des thématiques transversales mais propres à un territoire donné. Un deuxième enjeu très très fort qui ressort, c'est ce qu'on appelle nous la question de la catégorie ou de la catégorisation, parce que qui dit méta-organisation, tête de réseau, dit voilà, qu'est-ce qu'on représente, quelle cause on représente, et est-ce qu'on est les seuls aussi à représenter cette cause. Et derrière, c'est la question finalement du projet, de la catégorie d'action, du principe directeur de la méta-organisation en question. Et ça, c'est un enjeu qui est très très fort, qui n'est peut-être pas tout à fait réglé encore pour le mouvement associatif, voilà, où on a des France fédérer le monde associatif, défendre le fait associatif auprès notamment des pouvoirs publics, auprès de la société dans son ensemble. Donc un enjeu avec lequel je pense que les membres sont d'accord, mais qui n'est pas nécessairement aussi porteur au quotidien dans les enjeux et justement par rapport à un quotidien qui est souvent contraint des associations et des têtes de réseau membres. Et un troisième enjeu qui va avoir trait peut-être au fait de, voilà, est-ce qu'on est face à un acteur, le mouvement associatif, véritablement acteur, disposant d'une agentivité, d'une capacité d'agir dans la société, auprès des pouvoirs publics, etc. Ou bien est-ce qu'on est uniquement face à un acteur voilà, qui coordonne, qui permet l'échange, le dialogue entre ses membres, entre ses têtes de réseau membres. Et on voit qu'il y a un glissement très fort, inachevé encore au sein du mouvement associatif par rapport à ce point. J'ai beaucoup parlé, peut-être que tu voulais rajouter un point là-dessus. Non, je partage totalement le constat qui est fait, en tout cas sur ces enjeux, en tout cas à la fois internes, sur la reconnaissance de types de membres qui sont aussi différents, sur des membres territoriaux, des groupements, des experts, des fédérations, etc. Donc on a vraiment cet enjeu aussi de qualification, en tout cas je partage totalement ce regard.
Et donc un deuxième résultat peut-être sur, je finirai là-dessus, sur une étude de cas qu'on a menée qui est un sous-secteur du champ médico-social, pour le dire comme ça, et finalement comment comprendre des dynamiques conflictuelles, difficiles, de concurrence aussi qui peuvent émerger au niveau de têtes de réseau, souvent concurrencées, questionnées, délégitimées parfois aussi par d'autres têtes de réseau ou par certains de leurs membres ou par d'autres organisations. Donc on a fait une étude de cas pour aller saisir un peu les ressorts de cette concurrence aussi de manière sous-jacente pour comprendre peut-être comment on pourrait aussi désamorcer peut-être cette dimension conflictuelle au niveau des têtes de réseau. Et finalement on s'est déjà questionné un peu conceptuellement qu'est-ce que ça veut dire la concurrence pour des acteurs non lucratifs, défenseurs a priori de l'intérêt général et en plus spécifiquement des têtes de réseau visant à représenter leurs membres. Et dans ce papier qui est en cours de publication, ce qu'on montre c'est qu'il y a vraiment une intrication en fait entre les différents enjeux. Alors on a bien entendu évidemment en tête la question du financement, des financements publics qui va vraiment être le nœud de nombre de difficultés, d'opposition, de concurrence entre organisations associatives en particulier au niveau tête de réseau. Mais ce qu'on montre, c'est que finalement on n'est jamais uniquement sur cet enjeu-là et qu'on a une intrication avec d'autres enjeux qui sont de l'ordre de la légitimité, d'être le représentant légitime d'un secteur donné, et à quel point on va avoir des stratégies qui vont se mettre en place pour, en particulier auprès des audiences a priori les plus importantes pour ce qui est justement des questions de financement auprès des pouvoirs publics, par quelle stratégie, par quelle production de connaissances aussi on va chercher à se légitimer comme le représentant reconnu en tant que tel d'un secteur donné. Et une dimension, ce sur quoi on insiste beaucoup aussi, c'est la dimension épistémique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au savoir. Et finalement, comment justement par la production du savoir, d'une connaissance commune pour un secteur donné, c'est un levier essentiel aussi pour se légitimer dans un secteur à l'égard de ses membres, à l'égard des pouvoirs publics également. Et donc, je l'ai déjà évoqué, la question structurante lorsqu'on s'intéresse à cette question de la concurrence, le fait que la concurrence, elle n'émerge pas naturellement, c'est pas, alors les économistes aiment beaucoup considérer ça, que finalement, le monde est des concurrences et que l'optimum collectif sera permis par le jeu de la concurrence. Ce que ce cas théorique montre aussi, c'est que finalement la concurrence elle est organisée. En l'occurrence, elle est organisée par des acteurs extérieurs à la relation entre les concurrents, entre les organisations en opposition, en l'occurrence par les pouvoirs publics, qui agissent comme des personnes comme un acteur qui va choisir entre deux organisations pour des financements. Et ça, c'est absolument fondamental dans l'émergence d'une dynamique concurrentielle et plus largement organiser en fait un cadre, un contexte qui va être propice à l'émergence de cette dynamique, voire de ces tensions concurrentielles par un cadre réglementaire, par un cadre de financement qui sera propice. Donc voilà, c'était un peu... je suis désolé de terminer sur une note un peu négative, mais l'idée va bien entendu être de prolonger ce travail-là par d'autres études de cas, d'autres dynamiques au niveau des têtes de réseau et voir aussi finalement peut-être des situations un peu plus favorables. Et l'idée n'est pas de dire aussi, peut-être juste pour conclure, ce qu'on retrouve aussi dans la littérature sur les méta-organisations, c'est un peu une dualité entre il y a un monopole de la représentation, donc il y a une méta-organisation, une tête de réseau monopolistique qui a le monopole de la représentation dans son secteur, versus une situation où il y aurait encore une pluralité d'acteurs, de têtes de réseau qui seraient naturellement en concurrence les unes avec les autres. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de voir que finalement, il est un peu absurde de vouloir absolument parvenir à l'idée d'un monopole de la représentation, et donc lorsqu'on est face à une pluralité d'acteurs, comment aussi s'instaure la coopération à ce niveau spécifique des têtes de réseau.